Bonsoir à tous les trois, merci d'être avec nous ce soir. La transition alimentaire touche tous les métiers de la production à la vente, en passant par la fabrication, la logistique, les transports, sans oublier la RSE, on vient d'en parler, le packaging, les process, les technologies. Bref, rien d'étonnant à ce que pour faire face à ces nouveaux besoins, de nouveaux métiers émergent et d'autres plus traditionnels sont en pleine modernisation. On va aborder ce sujet de l'accompagnement des métiers de demain en deux temps. Dans un premier temps, en évoquant les attentes des nouvelles générations sur le sens de leur métier, leur capacité et sur la capacité des entreprises à y répondre afin de les recruter et de les fidéliser. Et puis dans un second temps, on verra ça à travers les évolutions technologiques qui impactent tout à la fois les métiers eux-mêmes et servent à accélérer la transition en apportant des solutions. Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, c'est notamment l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative qui sera notre principal point d'entrée pour ce volet. Trois invités pour répondre à ces sujets-là. Anaïs Denoy, directrice associée du cabinet Utopie. Bonsoir Anaïs et merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci à Saint-Hubert de m'avoir invité. J'espère que vous tenez bon pour la dernière table ronde. Mathieu Krug, directeur général de Brensonic. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, et puis je voulais féliciter les gens qui étaient intervenus précédemment parce que c'était très inspirant. Parfait. Et Nicolas Kléber, responsable expérience consommateur chez Saint-Hubert. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. à tous, ravi d'être là. Alors, on va commencer justement avec vous, Nicolas, et parler des aspirations des nouvelles générations en termes de métiers et surtout de choix des entreprises pour lesquelles ils ont envie de travailler. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui change? Alors, faisant moi-même partie de cette nouvelle génération, c'est vrai, je peux vous l'avouer, on se pose énormément de questions. On se pose vraiment beaucoup de questions. La première question et la question principale, c'est la recherche de sens dans les métiers, dans les entreprises dans lesquelles on va travailler et dans les métiers dans lesquels on va exercer. Ce sens, il peut avoir une définition qui est propre à chacun. Ma définition, c'est comment on arrive à avoir de l'impact auprès de ces grandes entreprises, comment on arrive à se rendre utile finalement. Et utile, c'est être utile aux autres. Donc on en a beaucoup parlé sur la partie impact environnemental. Cet impact-là, pour moi, ça devient presque un standard. En fait, les nouvelles générations, elles s'attendent à avoir des engagements forts de la part des entreprises sur les différents impacts environnementaux. Mais être utile, c'est aussi être utile dans la transparence. En fait, on en a beaucoup parlé aussi, c'est la partie authenticité, la transparence dans les échanges. Je pense que la nouvelle génération, elle attend beaucoup de transparence. Et donc, du coup, c'est un petit peu le respect de la promesse qu'on va faire aux différents collaborateurs. C'est un peu dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, tout simplement. Voilà. Anaïs Denoy, dans ce qu'on vient d'entendre, de ce que nous dit Nicolas à l'instant, il y a dans la recherche de sens, dans le métier que l'on va faire, il y a l'impact de l'entreprise pour laquelle on va travailler, il y a la promesse aussi, c'est attention, pas de bullshit, sinon ça ne fonctionne pas. Tout ça, ça relève aussi un petit peu de ce qu'on appelle la marque employeur de l'entreprise. Vous y travaillez chez Utopie sur ce sujet-là. En quoi cette marque employeur, elle est importante aujourd'hui pour attirer des talents? Alors, tout à l'heure, vous nous disiez le client a repris le pouvoir. Et je crois qu'on voit tous dans nos organisations qu'en ce moment, sur le marché du travail, finalement, les candidats ont un peu repris le pouvoir aussi. Alors, il y a eu la crise de 2008, mais depuis 2008, de plus en plus, vraiment, on a des sujets d'attraction, de rétention des talents. Et donc, de même qu'on étudie le client, on étudie aussi le candidat, les candidats dans leur diversité. Tu parles de cette attente des nouvelles générations, mais je pense que c'est une attente des salariés. La crise du Covid a créé vraiment des attentes différentes, un rapport au monde complètement différent. Et donc, la marque employeur, tout au long de la soirée, Saint-Hubert l'a représenté. Nina, vous en avez parlé excellemment de cette question des valeurs qui est si fondamentale. J'ai la chance de vivre cette soirée à côté de Luc Barbier, qui est là et qui me disait que nous, quand on est chez Vega, vraiment les jeunes, ils se sentent de Vega. Et en fait, travailler à faire en sorte que les collaborateurs se sentent partie prenante et ce sens, c'est le défi de toutes les organisations. Bien entendu, on y travaille via l'image, via la réputation, mais via toutes les pratiques RH. En fait, c'est l'expérience collaborateur globale de l'onboarding initialement, tout ce qui est vécu, la formation, l'évolution, la rémunération, la reconnaissance, mais aussi le offboarding, comment on sort, comment les salariés sortis restent partie prenante de l'entreprise, reviennent. Parfois, on parle maintenant beaucoup des salariés boomerang. Il y a un article dans Le Monde hier sur les salariés qu'on laisse partir et revenir. Et donc,
le sujet de l'attraction des talents, c'est le premier sujet. C'est très bien documenté, l'étude LinkedIn, là, sur 86% des salariés qui recherchent un nouvel emploi regardent d'abord la marque employeur. Bon, qui ne la regarderait pas? Mais c'est surtout la question de l'engagement et de la fidélisation. Et ça, c'est aussi extrêmement bien documenté d'un point de vue ROI financier, c'est-à-dire qu'une marque employeur forte diminue de 59% le turnover, ça diminue de 43% le coût de l'embauche. Et quand on voit le coût d'embauche, on sait que le coût d'embauche d'un cadre, en moyenne, c'est à peu près 1 an de rémunération, entre le temps de le chercher, de l'embaucher, éventuellement de payer un chasseur, et puis après le temps de le former, qu'il soit opérationnel, qu'il monte en compétences. Donc il y a vraiment ce sujet de la rétention. Et là où il y a peut-être une différence entre les générations précédentes et les générations qui arrivent sur le marché du travail, c'est la projection dans l'entreprise. Quand on sait que tous les jeunes diplômés, là, ils se projettent pour près de 50% d'entre eux, 48% d'entre eux, c'est une étude Schema de cette semaine, à 2 ans dans l'organisation. Donc c'est-à-dire que nos générations, entre guillemets, on reste en moyenne à peu près 5 ans dans les entreprises. Les générations qui rentrent sur le marché du travail, les projections qu'on a, c'est 13 à 15 entreprises, donc 3 ans, entre 2 et 3 ans en moyenne. Donc vous voyez, le temps que vous mettez pour accompagner un apprenti et le faire devenir un grand pâtissier, on a vraiment tout intérêt. Rien que si on double un petit peu, on a un impact incroyable. Donc c'est ce point de l'attraction, le point de l'engagement, de la fidélisation, les attentes sur le marché. Et on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez tous regardé votre réputation sur Glassdoor, mais bon, je vous invite à le faire. C'est toujours interpellant pour connaître son client qui est son candidat et ce qu'on peut faire pour lui. Et donc là, il y a vraiment une attente forte sur l'engagement social des entreprises. Et en fait, finalement, on parle de ces parties prenantes différentes, le client, le candidat, le salarié, mais c'est l'ensemble des parties prenantes, les investisseurs, tous les fournisseurs, tous les partenaires, les prestataires. Et en fait, quand on travaille sa marque employeur, on travaille l'ensemble de sa démarche. Alors dans ce que vous disiez, Anaïs, et ce qui est important à retenir, c'est cette notion que des salariés sont prêts à s'engager sur 2 ou 3 ans dans une entreprise. Et on va voir avec vous, Nicolas, que finalement, il va y avoir des évolutions aussi dans les métiers de la distribution, de tout ce qu'on se dit autour de la transition alimentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner ça. Donc il va falloir aussi gérer cette idée de comment on accompagne des gens qui veulent rester que 2 ou 3 ans. Quelles sont les évolutions, à votre avis, qui sont nécessaires aujourd'hui dans la transition alimentaire et comment on les accompagne ? Du coup, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour pouvoir vous dire, en fait, les métiers de demain, c'est ça, ça, ça. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de demain, ils vont se créer à partir des métiers d'aujourd'hui. Et à partir de quoi ? À partir des nouvelles attentes des consommateurs. On en a parlé, on a des consommateurs qui deviennent plus exigeants, qui sont plus conscients. Et donc, du coup, c'est ces attentes-là qui vont pouvoir et qui vont faire évoluer les métiers. On va devoir faire preuve de plus de pédagogie, d'avoir des messages qui soient simples, qui soient clairs, mais ce n'est pas seulement délivrer le bon message, c'est délivrer le bon message au bon moment. Et en fait, c'est ça, et c'est ce qui va aussi faire évoluer nos métiers. Le deuxième point, on en a un peu parlé lors de la première table ronde, c'est la partie de la proximité. Comment on fait pour mieux connaître le consommateur? Comment on fait pour le toucher avec des circuits qui sont courts, avec des produits qui sont fabriqués en France? Ça, c'est la deuxième attente des consommateurs. Et juste avant, pour parler des métiers de demain, je devais aussi parler, désolé Mathieu, j'anticipe un petit peu l'intelligence artificielle, mais du coup, cette intelligence artificielle, elle va permettre à nos métiers d'éviter de faire des tâches répétitives et elle va nous permettre de nous concentrer sur notre cœur de métier. Alors, anticipation et en même temps liaison sur le sujet qu'on va effectivement évoquer avec Mathieu Cruc dans quelques instants. Jean-Christophe Sibilo en a parlé tout à l'heure, le champ des possibles qui est ouvert aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui, pour certains, fascine, pour d'autres inspire, pour d'autres font peur. Beaucoup plus de gens en parlent que ne l'utilisent. Et donc, on va voir avec vous, Mathieu, comment vous l'utilisez et surtout, globalement, quel est l'impact de l'IA et notamment l'IA générative sur les métiers. Alors, rebonsoir. Déjà, il y a le sujet, c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Ça, faut tordre le cou un peu à l'idée du Terminator derrière. En fait, c'est, pour faire simple, c'est quand même des algorithmes. Finalement, ça n'a d'intelligent que le nom qu'on lui donne. Ce que ça fait très schématiquement, c'est que ça brasse très vite énormément de données. Et donc, parce que ça brasse énormément de données,
ça permet de faire de la prédiction ou de la génération à la demande. Et donc très vite, on va avoir finalement ce qu'on va appeler le fameux prompt. Le prompt, c'est l'instruction que l'on donne à cette intelligence artificielle. Donc schématiquement, c'est l'instruction que l'on donne à un algorithme pour qu'il fasse quelque chose. Et en fait, ce n'est que ça, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas incroyable, mais déjà faire ça, ça permet de repositionner la chose là où ça devrait être, c'est-à-dire un outil au service de plus de créativité, au service de la délégation de tâches à faible valeur ajoutée, pour, comme on le précisait juste avant, se concentrer sur des choses qui sont, à mon sens, ce qui doit faire la singularité en tant que personne, entre guillemets, que l'on doit mettre dans son métier. D'accord, ça c'est le fonctionnement. Exactement. Maintenant, les impacts et la valeur ajoutée de cette intelligence artificielle. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait, on se rend compte que pour quelque chose qui est quand même assez neuf, hein, finalement, alors l'intelligence artificielle, c'est pas récent en soi, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est moins une révolution technologique qu'une révolution d'usage. Moi, je dis souvent que ce qui a changé avec l'arrivée de ChatGPT, c'est pas la technologie, c'est que ma mère utilise ChatGPT. Et en fait, tout est dans cette bascule-là, parce qu'en fait, c'est extrêmement simple, parce que ça marche très bien, parce qu'on tape des trucs et ça fait des résultats qui sont probants. Et en fait, c'est une adoption d'usage. Moi, ma femme, elle utilise ChatGPT 20 minutes tous les jours dans son métier de juriste. Et en fait, mettre 20 minutes, utiliser un nouvel outil 20 minutes tous les jours qui n'existait pas il y a un an, en fait, c'est une vraie révolution. Donc c'est ça qui va changer fondamentalement. Et derrière ça, on se rend compte que ces outils-là, on ne les emploie pas comme les machines d'avant. Ça fait 100 ans qu'on appuie sur des boutons et des leviers pour faire bouger les machines. Aujourd'hui, ces machines-là, on peut leur parler avec ce qu'on va appeler le langage naturel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les briefer comme si c'était des assistants. Et cette logique d'assistanat, elle est essentielle parce qu'on se rend compte qu'on peut déléguer des tâches en briefant fonctionnellement la machine. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est total, puisque moi qui ne suis pas développeur, alors j'ai des bases techniques, mais je peux exprimer mon besoin à une machine, et c'est la machine qui va faire du coup la traduction de ce que je lui demande, et avec les langages techniques dans tous les sens. Et du coup, ça ouvre un potentiel créatif qui est immense. Chez nous, on a des gens qui n'étaient pas créatifs de métier, mais qui étaient créatifs intrinsèquement, qui, parce qu'ils ont été formés à des outils d'intelligence artificielle, ChatGPT pour citer le plus connu ou Midjourney pour générer des images, se retrouvent à avoir un potentiel décuplé parce qu'ils sont compétents, curieux, enthousiastes et comme disait Nina aussi, qui font des trucs par eux-mêmes, qui n'ont pas peur d'essayer parce que là c'est quand même un boulevard en fait, tout est à inventer, y compris sur le plan éthique, sur le plan du légal. Voilà, c'est un champ des possibles qui est extrêmement élevé et une fois qu'on s'est rendu compte que ces outils-là permettent à des gens qui n'avaient pas forcément les compétences techniques pures d'un métier, d'explorer tout un tas de possibilités, en fait, ça ouvre un potentiel créatif en chacun de nous qui est assez impressionnant. D'accord, c'est une augmentation finalement, parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui l'intelligence artificielle va me piquer mon métier, va me piquer mon boulot, va me piquer certaines de mes fonctions. Là, ce qu'on est en train de dire, et ce qu'a évoqué Nicolas il y a quelques instants, c'est que ça permet de se reconcentrer sur les tâches les plus intéressantes, les plus probantes sur lesquelles on doit travailler. Sur les tâches qui sont à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'effectivement, les métiers vont évoluer. Alors, on aime bien être un peu apocalyptique parfois, ça va tuer tous les métiers du monde. Non, en fait, ça va faire évoluer la majorité des métiers. Il y a des métiers historiquement qui vont effectivement, il y aura besoin de moins de gens pour faire certains métiers parce qu'en fait la technologie permettra de le simplifier, ce qui ne veut pas dire que les gens ne feront plus rien, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont se former à faire potentiellement autre chose et à créer une autre forme de valeur ajoutée. Donc c'est ça qui permet de créer pour moi de la valeur ajoutée. C'est pas l'IA va remplacer et me piquer mon job, c'est l'IA va faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, que je peux déléguer à la machine et qui pour moi me permettent de me reconcentrer soit pour avoir une meilleure qualité de vie au travail, c'est un premier sujet en soi, soit pour explorer des choses que je n'aurais pas pu faire autrement. Lorsque Jean-Christophe Sibilo, dans son discours d'introduction, parlait du champ des possibles ouvert grâce à l'intelligence artificielle, il a parlé notamment de la chaîne logistique, des impacts, etc. Est-ce qu'il y a des exemples sur la transition alimentaire spécifique, qui est notre sujet de ce soir, où on se dit, tiens, voilà, il y a déjà des choses qui existent grâce à cette intelligence artificielle? Alors tout à fait. La vraie complexité avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il se passe tellement de choses que ça fait beaucoup d'informations à absorber. Et la première étape que tout le monde essaye individuellement de marcher, c'est comment j'ai ces outils dans mon quotidien et comment globalement j'essaye de faire des choses qui sont un peu, qui sont le b.a.-ba. Mais c'est comme, pour faire une analogie, c'est comme les premières fois où on a eu Internet entre les mains ou les premières fois où on s'est retrouvé à un ordinateur. Il y a une phase de, on fait des trucs, on ne sait pas trop, l'usage va venir en marchant. Il y a des industriels qui ont bien compris le pouvoir de ces outils-là pour les mettre dans des outils. Typiquement, DS, donc les voitures, ont fait des deals avec OpenIA, donc qui édite ChatGPT, pour intégrer notamment de l'intelligence artificielle dans les voitures. Donc concrètement, on va pouvoir parler à la voiture demain.
C'est pas de la science-fiction, c'est dans des échéances assez courtes. Samsung a annoncé au CES, donc l'événement de la technologie en début d'année, un frigo connecté à l'intelligence artificielle. Alors les mauvaises langues diront oui, encore un frigo connecté, c'est comme une machine à laver connectée, bon, tout ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que quand c'est de l'intelligence artificielle, le frigo est capable de regarder et de comprendre ce qui rentre dans le frigo, quelles sont les dates de péremption et de comprendre ce qui sort. Et donc s'il a compris que au fond de mon frigo, j'avais 6 œufs et du lait et que ça va périmer, il est peut-être capable de me dire que je devrais peut-être faire des crêpes pour éviter d'avoir tout jeté. Et en fait, déjà quand on formule ça comme ça, on se dit, en fait, c'est vraiment pas con. Donc c'est un premier sujet. Ça évite le gâchis et on est dans ce qu'on disait tout à l'heure. Deuxième sujet, alors c'est Carrefour qui a pas mal d'initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui expérimente plein de choses. Alors effectivement, les sceptiques diront oui, c'est des choses qui servent à rien, mais encore une fois, l'innovation, il faut bien tester des choses, et finalement, c'est en faisant qu'on trouve le vrai besoin. Donc quand on a commencé à se mettre à l'intelligence artificielle, il y a les mauvais angles qui me disent ah, tu t'amuses dans ton coin. En fait, non, j'ai essayé de tester des trucs pour voir que ça marche, ça marche pas, ça a marché. Ok, peut-être que je peux brancher les deux ensemble pour trouver une troisième idée. Et donc ça, c'est compliqué. Et donc Carrefour a fait un truc que je trouve génial. Alors je ne sais pas où ça en est ce projet-là, mais qui s'appelle le bot Hopla. Hopla, c'est un assistant qui, fait entre guillemets votre panier à votre place. Alors dit concrètement, c'est vous exprimez vos courses avec un besoin que je vais appeler fonctionnel. Je suis un père de famille, grosso modo faire les courses, ça m'ennuie, probablement. Par contre, j'ai un besoin qui est il me faut des ingrédients pour faire à peu près 5 repas. J'ai 2 enfants et voilà, je suis pas marié, mais je suis en couple. Donc il faut nourrir 4 personnes. Idéalement, si ça pouvait être Nutri-Score, pas au-delà de C, ce serait bien. Et dans une enveloppe budgétaire qui est contrainte. Et puis j'enlève 2-3 trucs que j'aime pas. Donc je briefe l'outil. Et automatiquement, ça me fait une suggestion d'un panier qui répond à mes contraintes. Donc finalement, je briefe la machine, je lui donne mes contraintes et l'intelligence artificielle la traduit en expérience concrète. Voilà, pour des explications et des très concrètes. Hopla, c'est Stéphane Pierrefeu, toujours en cours. Hein. Toujours en cours. Voilà. Donc des chatbots aussi, je dis fortement ce que me disait Stéphane Pierrefeu au premier rang, des chatbots aussi qui accompagnent le côté RSE qu'on a évoqué il y a quelques instants. On revient alors non pas forcément au métier mais aux compétences, parce que tout à l'heure Nicolas nous a dit moi j'ai pas de boule de cristal pour savoir quels sont les futurs métiers. En tout cas on sait que ça on va bâtir à partir des métiers existants aujourd'hui. En termes de compétences, Anaïs, quelles sont celles qui sont attendues pour accompagner cette transition alimentaire ? Il y a des compétences pour la transition alimentaire, des compétences pour la transition numérique, des compétences pour la transition sociale. Donc les DRH ont un énorme sujet pour aussi gérer cette question de l'évolution des talents. En tout cas, juste pour rebondir sur ce que disait Mathieu, vraiment, testez tous au moins ChatGPT dans votre quotidien, à minima pour les recettes. C'est d'une efficacité radicale. Ce qu'on peut dire sur la question des compétences de la transition, c'est qu'il y a eu d'abord des formations très empiriques sur le sujet. On apprenait un peu à titre individuel par des MOOC, on apprenait un peu par ses pairs, et puis progressivement, la formation continue est apparue, et maintenant c'est dans les formations initiales. C'est encore une autre étude où quand on interroge les diplômés depuis plus de 5 ans, ils sont 29% à avoir eu des cours sur la durabilité, que ce soit des cours cœur de métier ou que ce soit des cours en plus dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce. Aujourd'hui, ceux qui sortent maintenant de diplôme sont 69%. Donc en fait, ça veut dire que c'est devenu en quelque sorte la norme sociale, pas forcément d'avoir une option à la marge sur la durabilité, mais que l'ensemble des cours et des métiers soient regardés avec un autre prisme. Et en fait, c'est cette évolution des pratiques, et je crois, Sophie, que c'est ce que vous avez très bien dit de ce qui se passe chez Saint-Hubert, ce que tu dis aussi, Nicolas, c'est qu'en fait, tous les métiers classiques de l'entreprise sont retraversés par juste un autre paramètre. Et le grand sujet, ça va être un peu le sujet de la bande passante des individus, parce qu'on est tous dans nos organisations, déjà, on a l'impression d'être vraiment short time. Donc peut-être ce soir, en vous écoutant, je me disais, ce gain de productivité, s'il est entièrement réaffecté à la transition, il y aura vraiment un cercle extrêmement vertueux. Pour se résumer sur les métiers de la transition, comme on le disait, il y a sur la partie transition alimentaire, il y a ce qui est vraiment lié à l'alimentation. Donc il y a la partie transition agricole, on le voit bien avec la souffrance, l'incroyable malaise que vivent les agriculteurs aujourd'hui, et le manque d'accompagnement, l'incompréhension totale qu'il y a
il me semble, en partie avec certaines sphères politiques et économiques. Il y a la question de l'évolution sur la nutrition et les attentes très très fortes sur les aliments santé, où Saint-Hubert a été pionnier là-dessus. Il y a la question de l'innovation alimentaire, mais pas l'innovation à tout prix, comme on l'a vu, une innovation avec une forme de responsabilité. Donc là, c'est vraiment des métiers qui, encore une fois, c'est pas soudain la big idea, c'est vraiment d'une sorte d'innovation adjacente, de changement par rapport aux pratiques. Et puis après, il y a tout ce qui est à côté. On a eu, merci beaucoup pour la visite de l'usine, qui était vraiment un moment passionnant, mais on a vu que vraiment, voilà, récupérer la chaleur fatale, enfin, vous faites des choses qui sont assez pionnières. Ça fait des années qu'on essaie de développer ça. Donc il y a toute la question des énergies renouvelables, de l'usage de l'énergie, toute la question de la logistique, bien entendu, du packaging, du recyclage. Et puis il y a aussi la partie sensibilisation, éducation. Voilà, donc tous ces métiers-là vont être indispensables. Rien que sur la partie énergie renouvelable, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il va falloir 42 millions de personnes dans le monde formées sur les ENR. Enfin, on n'y est vraiment pas du tout, ni en France, ni à l'international. Et donc, quand on s'inquiète de la question des emplois avec l'intelligence artificielle, enfin, la transition qu'on doit vivre collectivement, et qui est un projet, je l'espère, positif, est vraiment fondamentale. Peut-être, pour finir, ce sur quoi je voulais revenir, c'était plutôt ce qu'on a moins mentionné, qui sont les soft skills de cette transition. Parce qu'en fait, et c'est peut-être des soft skills qui sont très présents dans l'artisanat, que vous avez évoqué, qui sont aussi très présents dans le monde agricole, parce que le monde agricole, c'est par essence le monde de l'incertitude. C'est le monde on ne sait pas ce que sera la récolte demain. Et c'est le monde d'un travail acharné pour faire face aux aléas. Donc maintenant, on sait que les aléas climatiques sont plus violents et plus forts, mais néanmoins, il y a quand même une forte parenté. C'est aussi le monde du temps long, d'un modèle qui attend ses fruits sur le temps long. Donc finalement, l'image de l'agriculture est très importante pour se dire que quand on pense la transition, on va chercher des talents qui vont avoir une approche systémique, c'est-à-dire qui vont penser les enjeux économiques, bien sûr, mais aussi les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, qui vont être capables de se remettre en question, qui vont être adaptables, qui vont avoir un esprit critique, qui ne vont pas se dire « Ah ben, je vais refaire la même chose », parce qu'en fait, quand on fait la même chose, on obtient le même résultat. Des talents qui vont essayer de gérer le changement pour eux, pour les équipes, qui vont avoir un leadership capable d'assumer la difficulté, d'assumer les erreurs, on l'a dit, d'assumer que ça va être compliqué. Et puis, peut-être, c'était ce point sur il faut faire les choses ensemble, cette capacité à collaborer, on le voit de plus en plus entre les organisations, tout au long de la chaîne de valeur, donc que ce soit en verticale ou aussi en horizontale, même maintenant, entre les concurrents, de se dire il faut plutôt une coopération qu'une compétition. Et je vous invite pour ça à lire une étude européenne qui s'appelle Green Comp, qui est vraiment le framework des Sustainability Competencies pour l'avenir. Et en fait, ils insistent, ils disent tous, on va réussir à franchir les pas technologiques, faire un bilan carbone. Au pire, on externalise, c'est pas très très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'amener les organisations à changer, et on le sait tous, parce que humainement, en tant que mammifère, on est un peu rétif au changement. Voilà, je pense qu'on va y arriver. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ces sujets.